23 heures sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Un don de la première dame de la République populaire de Chine à la case des enfants de la Fondation Children of Africa. Une action en prélude à la journée internationale de l'enfance dans les anciens pays du bloc oriental. Commémoration faite tous les 1er juin et pour cette action sociale, la valeur des dons est enregistrée à 3 millions de francs CFA. Les échos du Sénat de Côte d'Ivoire avec le renforcement du dispositif des textes légaux du code minier dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, un ajustement des textes eu égard à ses conséquences humaines, économiques, sociales et environnementales, mais également aux ramifications avec certaines autres formes de criminalité. Et les populations de Yopougon privées d'eau depuis quelques jours, l'Office national de l'eau potable assure l'approvisionnement des populations en attendant un retour définitif à la normale, une opération de desserte d'urgence sur laquelle nous revenons au cours de cette édition. Bienvenue à tous. L'engagement de la Première Dame de Côte d'Ivoire au profit des enfants est soutenu par la Première Dame de la République populaire de Chine qui enregistre un don à la case des enfants, un foyer d'accueil de la Fondation Children of Africa. C'est un geste d'une valeur de 3 millions de francs CFA, une action qui annonce la journée internationale de l'enfance dans les anciens pays du bloc oriental. Une journée qui est célébrée tous les 1er juin selon cet élément rapporté par Mahama Traoré. Des matériaux sanitaires, des produits d'entretien et des kits scolaires. Cette dotation, d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa, émane du professeur Peng Liyuan, première dame de la République populaire de Chine. Elle est destinée à la case des enfants, nom du foyer d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce geste est fait en prélude à la célébration de la Journée internationale de l'enfance, commémoré chaque 1er juin dans les anciens pays du bloc soviétique, dont la République populaire de Chine. Pour l'occasion, la première dame de la Chine vient de lancer une initiative en partenariat avec l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement OPDAD. Une initiative dénommée « Réchauffer les cœurs des enfants, Action commune Chine-Afrique ». La Chine reste toujours un ami et un partenaire sincère de l'Afrique. La professeure Peng Liyuan attache beaucoup de prix dans la cause sanitaire et éducative en Afrique. La Chine est prête à travailler avec la Côte d'Ivoire pour créer des opportunités aux jeunes et enfants chinois ivoiriens de mieux se communiquer et de se connaître afin que l'amitié entre nos deux peuples s'enracine, grandisse, porte des fruits dans le cœur des enfants et qu'ils puissent prendre le relais de la cause de la coopération amicale sino-ivoirienne quand ils seront grands. Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, sa chef de cabinet loue ce geste de la première dame de Chine qui est de nature à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Il est utile de souligner que ces présents sont faits non seulement en faveur de la Fondation Children of Africa présidée par Mme Dominique Ouattara, mais aussi en faveur de l'ensemble des premières dames des pays membres de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Ces dons viennent en appui aux nombreuses actions menées par Mme Dominique Ouattara à travers sa fondation dans les domaines de la santé, de l'éducation, du social, de la lutte contre le travail des enfants. Cet élan de générosité et de partage de la première dame de Chine n'est pas isolé. Et il ne nous surprend guère, ce qui témoigne de la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette cérémonie de remise s'est tenue à Jacquesville, ville où a été délocalisée la case des enfants en raison des travaux de rénovation que connaît son siège basé au plateau pour les 2 prochaines années. Et le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Chine enregistre aussi des actions pour le développement des institutions. L'exemple le plus récent, c'est au niveau de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est le centre de services techniques situé sur le site de la caserne militaire Nouveau Camp d'Akwedo. Ce centre réhabilité servira à la maintenance et à l'entretien d'engins militaires. Le reportage de Amidira Souba et Abdoulaye Koné. C'est un atelier multitechnique dédié essentiellement à la maintenance des engins blindés acquis par l'armée ivoirienne. Situé au 1er bataillon blindé, ce centre technique permet d'effectuer, outre l'entretien périodique, la réparation et même la reconstruction de ces moyens roulants avec notamment
possibilité d'usiner des pièces de rechange. Les délais de réparation s'en trouveront sensiblement réduits. Le premier bataillon blindé s'est targué de disposer pour le maintien en condition opérationnelle de ces engins d'un nouveau réservoir de maintenance permettant le démontage, l'assemblage, la maintenance d'engins, etc. Soit 10 fonctions de réparation et des outils de niveau 4, autant pour les besoins quotidiens de maintenance et de réparation. Ce centre de services techniques est le fruit d'une coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, s'est félicité de la qualité de ce partenariat. Il s'agit pour nous d'acquérir toute la technologie, toute la compétence, toutes les capacités techniques, d'assurer le maintien dans la durée des équipements que l'État de Côte d'Ivoire nous permet d'acquérir. Aujourd'hui, tous ces équipements ont un coût assez élevé au regard de toute la technologie que ces équipements embarquent. Il est donc une obligation pour nous d'être capables de les maintenir, les employer dans la durée afin d'amortir les investissements qui sont consentis par la population ivoirienne. Dans ce partenariat, les experts chinois sur place à Abidjan vont transférer l'ensemble des savoir-faire et compétences aux militaires ivoiriens au terme d'une année de formation sur ces matériels de dernière génération. Et à l'image du renforcement des capacités de l'armée de Côte d'Ivoire, le Sénat également renforce le code minier pour plus d'impact contre l'orpaillage clandestin. Le projet de loi a été proposé par Mamadou Sangafoa Coulibaly, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il a fait ratifier ce texte par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Kader Sogodogo. L'orpaillage illégal touche l'ensemble du territoire national. Destruction des terres agricoles, grand banditisme, drogue, viol, la note est salée. Le gouvernement met tout en œuvre pour préserver un état de droit. C'est tout le sens de la présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, la Chambre haute du Parlement. Mamadou Sangafoa Coulibaly est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi de ratification portant code minier. On peut saisir le matériel et les biens des orpailleurs illégaux et sans qu'au préalable il y ait une poursuite. Le procureur de la République est le seul compétent quand il s'agit de poursuivre les orpailleurs illégaux sur l'ensemble du territoire. Cela a été fait dans un souci de montrer à quel point ce dossier préoccupe au plus haut niveau. Exposer des motifs cohérents, élégance et parfaite maîtrise du dossier au cours des échanges avec les sénateurs. C'est à juste titre que Mamadou Sangafoa Coulibaly obtient l'adoption à l'unanimité de la ratification du projet de loi portant code minier en Côte d'Ivoire. Et à raison d'extraire illégalement le minerai par des moyens peu recommandables, les populations ont l'opportunité de se faire former, notamment au centre des métiers de l'artisanat minier de Papara, c'est dans la région de la Bagoué. Le centre figure au nombre des infrastructures récemment mises à disposition de la région. On compte également un poste avancé de gendarmerie dans cette région de la Bagoué, suivant ce commentaire de Ami Sissoko. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, livre la gendarmerie de Tengrela entièrement réhabilitée et équipée, ainsi que le nouveau poste avancé de gendarmerie à Papara, à 45 km de Tengrela, et le centre de formation au métier de l'artisanat minier, CEFAM, un projet réalisé par l'ONG suisse Cogenta dans le nord du pays en partenariat avec les autorités ivoiriennes. Ce projet a été une réussite, il y a eu une adhésion totale de la population et aujourd'hui nous sommes en passe de pouvoir continuer nous projeter sur la seconde phase du projet Secorsi. Un bâtiment administratif de 11 pièces réhabilitées avec un rajout de 4 pièces supplémentaires. Un bâtiment d'instruction réhabilité de 4 pièces. Un bâtiment neuf servant de réfectoire. 4 bâtiments dortoirs, dont 3 neufs ayant une capacité totale d'accueil de 75 gendarmes, permettant le renforcement permanent de la brigade par un détachement de la gendarmerie mobile.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation du Nord et à la valorisation d'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale SECROCSI, financé par l'Union européenne. D'où la présence de leur ambassadrice en Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro, aux côtés du ministre Fidel Sarasoro, par ailleurs secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Très satisfaite parce qu'en effet tous les objectifs du projet ont été atteints. Nous avons réhabilité des gendarmeries qui sont maintenant opérationnelles. Nous avons un nouveau centre de formation pour tous les jeunes qui voudront aller dans les métiers de l'orpaillage légal. Je peux confirmer qu'en effet nous avons la volonté de continuer. L'expérience a été positive, l'expérience a été belle. Nous avons aujourd'hui discuté au cours du comité de pilotage de tous les acquis. Nous avons évidemment regardé les aspects qu'il faut améliorer et aujourd'hui nous sommes en capacité de dire qu'il faut aller à l'échelle. Outre les coupures de ruban, le ministre et ses hôtes ont visité un ancien site d'orpaillage de 5 hectares réhabilité. Les populations de la commune de Yopougon sont privées d'eau depuis quelques jours et l'Office national de l'eau potable assure l'approvisionnement des populations en eau potable en attendant un retour définitif à la normale. C'est une opération de desserte d'urgence sur laquelle nous revenons dans ce journal. Et sachez que ce 30 mai, la desserte en eau dans des quartiers de Yopougon est progressive et à nouveau opérationnelle et se fait de manière progressive suivant cet élément rapporté par Frédéric Oulaï. Bassines sur la tête, bidons en main ou encore dans des brouettes, les populations de plusieurs quartiers de Yopougon peinent à trouver de l'eau pour leur ménage. Ça fait une semaine que nous n'avons pas du tout de l'eau dans les robinets. Même les petits robinets qu'on a affectés à nos compteurs, là, l'eau même ne coule pas. Il y a déjà même l'eau ne coule même pas dans leurs robinets. Diarra-Souba, lui, parcourt au quotidien 2 kilomètres pour allier le domicile de Koulibaly, son ami, pour se ravitailler. La cité de Koulibaly, elle, n'est pas impactée par cette situation. Ici, actuellement, la pression d'eau a diminué. Voilà, donc on sait automatiquement qu'il n'y a vraiment pas d'eau autour. Bon. Et puis, quand on a des personnes qui souhaitent vraiment avoir de l'eau, on leur fait vraiment cette grâce-là. Dans leur quête, certains habitants des quartiers Maroc et Ananéré utilisent les grands moyens. En Ananéré, au Maroc, il n'y a pas de l'eau. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas de l'eau. Donc, patienter ou pas patienter, nous sommes déjà dedans. Hein. On n'a pas le choix. On veut de l'eau. Ce cri de cœur des riverains a été bien entendu par le gouvernement. En attendant une solution durable, une opération de desserte est en cours. 18 camions-citernes sont déployés depuis quelques jours sur l'ensemble de la commune par l'ONEP. Ils continuent encore toujours de venir nous envoyer l'eau encore, en tout cas, ça nous fait plaisir en tout cas. Ça nous fait plaisir. C'est pas suffisant parce qu'ils quittent même souvent les mamans qui viennent avec des bassines, c'est plein pour dire ils sont venus, ils ont servi les gens de barriques, ils n'ont pas servi tout ça. On est obligé aussi de les calmer pour dire demain quand ils vont venir, on va faire l'effort de vous servir. On a un programme par quartier. Maintenant, en fonction des demandes, on essaie d'harmoniser le programme et ils font au moins 3 rotations par jour. La pénurie d'eau que vivent les populations de Yopougon est due à des problèmes techniques sur certaines installations dans la forêt d'Anguédédou. En visite sur le site, le directeur général de la SODECI et le ministre de l'Hydraulique rassurent les populations du retour à la normale. Nous avons eu malheureusement fin de semaine dernière un problème majeur sur cette zone, à savoir que les eaux de ruissellement venant donc d'Abobo en très grande quantité avec les intempéries ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles. Parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent donc depuis 3 jours. Malheureusement, cela impacte négativement la fourniture de services et on est vraiment, pour nos clients, désolés qu'ils puissent gérer ça. On devrait les rassurer sur le fait qu'on a mobilisé vraiment toutes nos équipes, tous nos sous-traitants pour pouvoir régler les différents problèmes techniques qui se posent à nous. Avant cet incident majeur, Yopougon c'était déjà assez difficile. C'est pour ça que le gouvernement a entrepris un programme d'urgence Yopougon, en attendant que l'eau qui vient de l'usine de la Mai arrive à Yopougon. On a mis en place un programme d'urgence qui comporte 3 forages qui sont en cours
le chantier par la SEDECI. Donc cet incident vient vraiment au mauvais moment. Nous avons des points focaux sur le terrain avec qui on organise la desserte par camion-citerne. Bien sûr, ce n'est pas la situation idéale, mais c'est la solution que le gouvernement peut apporter pour l'instant, en attendant qu'on termine les réparations. Environ 17 quartiers de la commune de Yopougon sont impactés par cette pénurie d'eau, ce qui représente un tiers de la fourniture d'eau potable aux ménages de Yopougon. Et voilà le constat de la desserte d'urgence en eau potable des populations de Yopougon assurée par l'ONEP jusqu'au retour définitif de la fourniture en eau potable via la station de traitement en eau qui est également opérationnelle. Avis aux populations de la commune de Cocody, une campagne de lutte contre le cancer du col de l'utérus se tient depuis ce jour et s'achève donc demain, 31 mai 2023. C'est une opération conduite avec le partenariat de l'Institut national de formation des agents de santé et la représentation résidente de la CEDEAO. Suivant ce reportage de Angela Diallo et Marie-Chantal Akandan. Ce sont 400 femmes issues de divers quartiers de la commune d'Abidjan qui vont bénéficier du dépistage du cancer du col de l'utérus gratuitement. Une initiative de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Cette action s'inscrit dans la sécurisation des femmes sur le plan de leur santé. Enfin, je voudrais dire un grand merci à vous, braves femmes, qui avez accepté de laisser vos occupations quotidiennes pour vous soumettre aux tests de dépistage du cancer afin de connaître votre statut. Merci encore ce jour pour cette autre activité qui a pour objectif de mesurer notre niveau de santé. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est plus qu'une nécessité car beaucoup de femmes meurent. Cette action de solidarité est saluée et encouragée par le cabinet de la Première Dame, Dominique Ouattara. Ce thème est d'actualité et il correspond parfaitement à la vision de Madame la Première Dame. Madame Dominique Ouattara s'est également engagée en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, notamment à travers les dons d'ambulance pour la prise en charge des femmes enceintes, l'équipement des maternités en matériel médical et la construction d'un hôpital spécialement dédié à la santé de la mère et de l'enfant à Benjerville. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique qui exige une attention urgente. Le dépistage précoce est la meilleure arme contre ce tueur silencieux. Les femmes sont donc invitées au dépistage du col de l'utérus. Une autre information de santé publique, il s'agit de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dont des germes ont été détectés dans des élevages de Tironiara-Dougou dans le département de Korogo. C'est une maladie transmise de l'animal à l'homme par contact direct avec du sang infecté ou encore par morsure de tiques infectées. Une délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques s'est rendue à Korogo afin de sensibiliser les éleveurs contre cette fièvre hémorragique. Le point de Lanciné Bakayoko. Cette maladie, appelée fièvre hémorragique de Crimée-Congo, n'a toujours aucun vaccin ni pour l'homme ni pour l'animal. L'analyse de tiques prélevées dans quelques élevages de Tironiara-Dougou près de Korogo confirme les germes de cette fièvre hémorragique. La maladie ne se manifeste qu'au niveau des humains parce que les animaux ne font pas la maladie. Donc un animal a été abattu et ça a été consommé, mais le cas humain a été pris en charge rapidement par les services de la santé. Ce film de sensibilisation d'une dizaine de minutes montre les manifestations de la maladie et fait comprendre la gravité de la situation aux éleveurs. Le virus se transmet à l'homme soit par les piqûres de tiques, soit par contact avec du sang ou des tissus d'animaux infectés pendant ou après l'abattage. Les cas se sont produits en majorité chez des personnes travaillant dans le secteur de l'élevage, comme les exploitants agricoles, les employés des abattoirs ou les vétérinaires. Cet exercice permet de mettre ensemble tous les acteurs afin que chacun connaisse son rôle
à jouer si jamais il y a une éventualité de cette crise-là, de cette maladie au niveau d'un élevage. La maladie est caractérisée par des flambées de fièvre hémorragique virale sévère d'une létalité de l'ordre de 40%. Dans la région du Sud Comoé, on encourage la bravoure des femmes par un festival. Il s'agit de la 2e édition du Festival des femmes d'Assé, le Festifa, qui s'est tenu le 27 mai dernier à Assé, dans la région du Sud Comoé. Des femmes et des jeunes filles élèves ont d'ailleurs été récompensées pour leur performance scolaire, suivant ce reportage de Khalil Diomandé et Abdoulaye Koné. Les femmes d'Assé, de l'Arabia et d'Iré dans la région du Sud Comoé célébraient pour leur bravoure à l'occasion de la 2e édition du Festival des femmes d'Assé, Festifa. Cette remise de présent se veut une marque de reconnaissance à l'endroit de la gente féminine du Sud Comoé qui participe ardemment à la sécurité alimentaire dans la région. On s'est dit pourquoi ne pas trouver un jour pour les honorer, pour leur dire combien de fois elles comptent pour la société, combien de fois la population de Assé, de l'Arabia, Médina et Iré compte sur elles pour le développement. On va continuer à travailler. Une femme ne doit pas s'asseoir pour regarder son mari. Il faut travailler pour être fier de toi-même. Le Festifa se veut également une lucarne pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les 18 meilleures écolières de la région sont récompensées pour leurs brillants résultats. C'est le résultat de mes efforts passés. J'ai beaucoup étudié. Je dis à mes amis filles même encore de se réveiller et de beaucoup travailler. De ne pas suivre les garçons qui les blaguent parfois. Et parfois ils prennent des grossesses précoces et ils ne peuvent plus continuer les études. Cette 2e édition du Festifa a enregistré la participation de plus de 100 femmes issues des différentes localités du Sud Comoé. Toutes ont pris l'engagement de se faire ambassadrices pour la paix et le vivre ensemble. Et voyons cet autre événement qui s'est tenu ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Festival national de l'Afrique dont l'ambition est de valoriser les richesses culturelles et traditionnelles africaines et également de faire la promotion de l'intégration africaine. Ce festival était à sa 3e édition selon ce reportage de Issa Chonayeou. Prestation des danses traditionnelles d'ici et de la sous-région. Défilé et parade du roi Bron et de la reine-mère des populations africaines. La 3e édition du Festival national de l'Afrique, FENA, a tenu toutes ses promesses au Palais de la Culture de Treichville. La diversité culturelle des peuples de la CEDEAO a été célébrée dans toute sa plénitude. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a salué le vivre ensemble tout au long du festival. Nous avons vu des danses venues de toutes parts célébrer avec nous la fête. Et c'est ça la cohésion, c'est ça la notion de paix. Et notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, œuvre au quotidien pour qu'il y ait la paix au niveau donc de tous ces pays qui nous environnent. Et je crois que ce que vous êtes en train de poser comme acte dans le cadre du festival et qui est à sa 3e édition est assez expressif de ce que vous êtes d'accord avec le président de la République pour vivre ensemble. Mais en même temps aussi de faire valoir notre culture, notre patrimoine culturel. Kwasi Kobena Adjoumani a été fait parrain permanent du festival. Il en a profité pour inviter les festivaliers à prôner la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire et dans l'espace CEDEAO. Nous parlons à présent de politique. L'actualité, c'est le processus électoral pour les élections locales prévues en septembre prochain. Voyons la présentation des candidats du RHDP qui présenteront donc le RHDP dans la région du Moronou. C'est avec Alexis Ouedraogo. Le RHDP a son propre candidat au titre des élections régionales dans le Moronou, à la personne de M. Christian Ardion. Dans le Moronou, les candidats du RHDP aux élections régionales et municipales sont officiellement présentés.
Nguessan Aodjon pour les régionales, Jacob Kwa pour la mairie de Mbato, Youssouf Traoré pour la mairie d'Anoumamba, Tania Samira Kwadio pour la mairie de Tiémélécro, Arlette Badou Kwame épouse Nguessan pour la mairie d'Ara et Jacob Assouba pour la mairie de Bongwanou. Je connais leurs valeurs intrinsèques et je pense que c'est des candidats qui peuvent valablement aider leur région à se développer et c'est ce message-là que j'ai passé. Au nom des candidats retenus, Jacob Kwa, maire de Mbato, dit merci pour le choix porté sur eux. Cette cérémonie est le reflet qui traduit la manifestation des populations de Mbato, de Bongwanou, d'Ara, d'adhérer désormais au RHDP. Nous nous réjouissons de la mobilisation. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde. Ça veut dire que l'adhésion au RHDP dans le Moronou est une vraie réalité. Ensuite, nous avons présenté des candidats valables qui ont été sélectionnés à la base et qui ont été adoublés par la haute direction du parti. Tout ce que nous pouvons dire, c'est leur souhaiter bonne chance. Théophile Awandoli exhorte les candidats à une plus grande solidarité face à l'adversité. À Bouna, les candidats choisis par le RHDP sont également présentés aux populations. Le parti, dans cette localité, invite tous les militants à une solidarité autour de ces candidats. Le point avec Herman Yamia. C'est ensemble, main dans la main, comme ils le matérialisent ici, qu'ils entendent œuvrer pour assurer leur victoire et celle de leur parti aux élections locales à venir. Eux, ce sont les candidats retenus par les instances du RHDP pour représenter le parti aux élections municipales et régionales dans la région du Bounkani. Présentés officiellement aux militants et à la population du Bounkani par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, ils ont été exhortés à définir et à peaufiner leurs stratégies respectives de pré-campagne et de campagne en privilégiant les campagnes de proximité. Aucun parti ne peut se satisfaire de candidatures indépendantes. Et il est clair à tout point de vue que ceci amenuise les chances d'un parti politique. Et structurellement, déjà dans les textes des partis politiques, les candidatures indépendantes sont sanctionnées. Nous devons rester en rang serré derrière les candidats choisis par le directoire du RHDP. Pour ces élections locales à venir dans le Bounkani, ce sont Yen Philippe pour le conseil régional, Ouattara Boureima pour la commune de Bouna, Siaka Ouattara pour la commune de Doropo, Aboudraman Bamba pour Nassien et Kamara Yaya pour Teini. C'est un encouragement dans ce travail de développement local que nous faisons depuis notre accession à la tête de la région et que nous souhaitons continuer parce que la labeur, elle est là, elle est difficile, mais elle est passionnante parce que c'est un métier qui permet de changer la vie de nos populations. Ce sera pour nous l'occasion de démontrer à tout le monde, au président de la République, que Bounkani reste un bastion imprenable du RHDP. La cérémonie de présentation des candidats du RHDP s'est déroulée au siège du parti en présence de militants en liesse venus de tous les 4 départements de la région du Bounkani. Dans la région de l'Indénié et Djouabla, les élections municipales et régionales ne se feront pas sans les candidats RHDP. Ils ont d'ailleurs été présentés par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, selon ce reportage de Herman Yamia. Ils sont 5 candidats qui ont été choisis par la direction du RHDP pour briguer les postes aux élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Ouaga Essé, actuel président du conseil régional de l'Indénié-Guablin, est en lice pour un autre mandat. Adam Hervé Bois part à la conquête de la mairie d'Abengourou quand le ministre Siandou Fofana a été choisi pour la mairie d'Agnibilé-Krou. À Bétier, c'est le maire sortant Jean-Baptiste Amalaman Kouakou qui est engagé pour un autre mandat. Et enfin, à Niablé, c'est Gwetibi Kaou Eugène qui a bénéficié de la confiance du parti pour la mairie. Nous sommes conscients que notre région est à la croisée des chemins et que nous n'avons d'autre option que de gagner les élections locales à venir. Bien évidemment, cela passe par la consolidation de nos liens, la cohésion au sein du RHDP. En procédant à la présentation des candidats du RHDP, la ministre du Plan et du Développement Niale Kaba, chef de mission pour l'Indénié-Guablin, a invité les militants et sympathisants du parti à cultiver l'union, la cohésion en leur sein afin de faire de l'Indénié-Guablin un bastion du RHDP. Le manque de cohésion dans nos rangs, jusqu'à présent, a empêché le RHDP de récolter le fruit
de l'immense travail qu'il a fait dans l'individuel. C'est pourquoi je veux interpeller ici nos militants. Ils sont sortis nombreux, les militants, les délégués des sections et autres, pour communier avec leurs candidats aux élections à venir. Une rencontre entre militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui a pris une allure festive. Et on le voit bien, la stratégie de campagne, de pré-campagne du RHDP s'étend donc sur tout le territoire ivoirien. Voyons l'application dans le district autonome de Yamoussoukro, où les candidats aux échéances électorales du 2 septembre prochain ont également été présentés. L'élément de Kader Sogodogo. C'est dans une salle comble de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix que Jeannot Ahoussou Kouadio, membre du présidium du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et Anne Désiré Ouloto, chef de mission pour la présentation des candidats aux municipales dans le district autonome de Yamoussoukro, et plusieurs autres membres du gouvernement font leur entrée. Le ministre Souleymane Diarra Souba, pour le compte de la mairie de Yamoussoukro, et Jérôme Nzouako Kwame à la mairie de Ateguakro sont les deux candidats retenus par le RHDP pour l'élection municipale du 2 septembre prochain. Nous sommes des soldats, mais des soldats du développement à la disposition du président Alassane Ouattara, à l'effet de mettre en œuvre toute sa vision qui permettra d'améliorer les conditions de vie de nos populations, avec également pour objectif l'accélération du transfert de la capitale à Yamoussoukro. La chef de mission et le représentant du présidium encouragent les militants de leur parti à aller chercher la victoire. L'enjeu, c'est de maintenir des hommes de paix, de mission, de devoir, des compétents, des travailleurs à la tête de nos communes, à la tête de notre région, à la tête de la Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est de démontrer que 2025, c'est demain et qu'en gagnant les communes, en gagnant les régions, nous allons maintenir le RHDP au pouvoir en 2025 et avancer avec cette Côte d'Ivoire qui gagne. Le transfert de la capitale est en cours. Le Sénat est à Yamoussoukro. L'école de magistrature est à Yamoussoukro. Le centre de truc, la BCAO est à Yamoussoukro. La chambre des rois est à Yamoussoukro. La médiature de la République est à Yamoussoukro. Le transfert de la capitale se fait progressivement. Le ministre Souleymane Diarra Souba et Jérôme Nzouako Kwame ont été désignés par le RHDP. Reste à présent le dépôt des deux candidatures et le verdict de la commission électorale indépendante, CEI. Celui des urnes sera certainement à la fermeture des bureaux de vote dans la soirée du 2 septembre 2023. Et voilà donc une cérémonie de présentation des candidats du RHDP dans le district de Yamoussoukro, cérémonie qui s'est tenue en la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous poursuivons avec l'actualité internationale sur la suite des événements au Sénégal sur l'affaire Sonko. La tension se tasse après l'interruption de la caravane populaire entamée vendredi dernier depuis Ziguinchor vers Dakar. Ousmane Sonko sort de son silence et donne sa version des faits sur les circonstances de son retour dans la capitale. Il dit être séquestré par les forces de défense et de sécurité à son domicile dakarois et appelle à une nouvelle fois ses partisans à la résistance. La tension est latente pour l'instant avant le jugement prévu jeudi, quand demain, 31 mai 2023, sera également lancé officiellement le dialogue national par le président sénégalais Macky Sall. C'est la fin de cette édition d'information que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis.